Bonjour monsieur. Merci les gars. Eh ben, vous savez que ça fait plaisir de vous voir. 16 septembre 2008, la marine française libère un couple de plaisanciers français pris en otage par des pirates dans le golfe d'Aden, entre la Somalie et le Yémen. Ah, merci. On est content de vous voir, vous savez. Ah, nous aussi, on vous attendait. Quelques jours plus tard, nous retrouvons le plaisancier propriétaire du voilier, le Carédas, dans le port de Djibouti. Je reviens parmi les plaisanciers, mes copains. Ça y est, je suis plus l'otage de personne. Là, apparemment, on m'a rendu ma liberté. Jean-Yves et sa femme naviguaient tranquillement quand leur bateau soudain est abordé par des intrus. Moi, j'étais à l'intérieur et quand elle a crié les pirates sont là, je suis sorti vite. Je les ai vus là, qui tiraient. J'ai accéléré à fond ici. J'ai déclenché la balise de détresse là. J'ai pris la VHF comme ça là, appuyé sur le bouton rouge. Voilà, tic, et puis m'aider 2 fois, c'est tout. En même temps, quand j'ai vu l'embarcation toucher, j'ai filé un coup de barre à fond par là, comme le bateau avait pris un peu de vitesse. Ça poussait l'embarcation qui nous accostait, de telle sorte que, malgré tout, un des pirates est tombé à la mer et l'autre s'est accroché là, et a fini à arriver sur le pont, quoi. Quand je l'ai regardé dans les yeux, puis que j'ai vu le troisième œil, hein, la bouche du canon du revolver, enfin de l'automatique, j'ai pas brillé, quoi. Ben, j'ai dit bon ben là ils ont gagné pour le moment, va falloir jouer une autre partie, quoi. Pendant 14 jours, le couple de plaisanciers va être consigné dans ces quelques mètres carrés sous la menace de 6 hommes, jusqu'à l'assaut des commandos français, une nuit. J'ai entendu une détonation, comme on avait prévu de faire. J'ai pris Bernadette derrière moi, comme ça, et puis je l'ai traînée. Donc j'ai ouvert la penderie, je l'ai collée dans le placard derrière, et puis je me suis enfermé dans les toilettes. Tu vois ? Ça tiraillait un peu de l'extérieur. Quelques secondes après, il y avait quelqu'un derrière, les lumières très fortes, très violentes, qui indiquait qu'il y avait quelqu'un qui arrivait et qui a appelé Monsieur Delanne. Et lui, il tenait en joue les 6 gars qui étaient là sur le lit. Je suis parti vers l'avant, où là-bas, on m'a fait équiper avec un gilet pare-balles, casque, pour nous protéger. Au départ de Djibouti, c'est à bord d'un vieil Antonov 22 que nous embarquons pour le fief des pirates, le Puntland, surnommé parfois Piratland. Les pilotes sont russes, la réputation de la région ne leur fait pas peur. Vous savez qu'au Puntland, il y a beaucoup de pirates. S'ils vous prennent en otage, c'est votre compagnie qui paiera la rançon. Les pirates, ils ont peur des pilotes russes. Parce que les pilotes russes sont forts comme la vodka russe. À 800 km de Djibouti, le Puntland est une région semi-autonome de Somalie. C'est au large de ses côtes, autour de Bosaso, qu'ont lieu la majorité des attaques de pirates. Plus de 90 en 2008 pour la totalité des côtes somaliennes. La région a son propre gouvernement et sa police, mais ils ne sont pas reconnus par la communauté internationale. Au pied de l'appareil, Abderrizak, en chemise foncée, nous attend. C'est un journaliste somalien, membre d'un clan important du pays. Un gage de sécurité en Somalie. Ok. Ils n'arrêtaient pas de nous prendre en photo parce qu'ils pensent qu'ils vont faire du fric avec parce qu'on va être enlevé. C'est vrai en plus. Tous, ils nous prennent en photo parce que il n'y a pas beaucoup d'Européens qui viennent. Notre escorte est déjà là. Abderrizak a engagé 4 gardes du corps. Pas question d'aller chercher nous-mêmes nos visas. Ils nous demandent de rester dans la voiture, à côté d'eux. Visa? Ok. Ok, yalla, allez. Ok.
Derrière notre voiture, le 4x4 des gardes du corps. Avec nous, Billet, le porte-parole du gouvernement local. Il sait que son pays a mauvaise réputation. Il a tenu à nous rassurer. Bossasso, c'est tranquille, c'est paisible. Il n'y a pas de problème. Pas de problème, jamais? Non. Nous avons seulement quelques tracas, comme dans tous les pays. Mais vous avez quand même des petits soucis avec la piraterie? Parfois, on a des petits soucis. Mais c'est comme en Amérique, c'est comme à Paris. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, Pour vous, la sécurité est assurée. bien sûr. Vous allez le constater par vous-même. Arrivé au port. Pas simple de savoir ici qui décide. Vous avez des laissez-passer? Est-ce qu'il y a des gens armés dans la voiture? Tout le gouvernement sait qu'on arrive. Où sont les papiers? Après 10 minutes de palabre, la voie est libre. Le port de Bossasso, c'est le poumon économique du pays. C'est par ici que transitent les marchandises en provenance des Émirats arabes. Moteurs, machines, pièces détachées. Les exportations se limitent surtout à quelques têtes de bétail et à des chameaux. Comme on dit, les bateaux. Notre premier rendez-vous est avec Ahmed Saïd Nour, le ministre de la Pêche et des Transports. Il y a des Émirats. Ils transportent quoi ces bateaux? Même dans l'enceinte du port, lui aussi se déplace avec une escorte de gardes armés. Il reconnaît ses difficultés à enrayer la montée de la piraterie dans la région. Depuis presque une vingtaine d'années, on n'a pas réussi de régler nos problèmes. Et si la communauté internationale continue à attendre comme ça va exploser. Exploser, voilà. Les pirates, c'est une organisation qui se trouve partout dans la Somalie. Et ils habitent les lieux très loin, par les grandes villes. Et ils organisent, ils travaillent avec les pêcheurs. C'est les pêcheurs qui les aident. Nous, on n'a pas la capacité de contrôler toutes les zones ici. Sur lesquels le ministre lui-même ne se sent pas en sécurité. L'homme préfère se rendre à ses bureaux pour finir la conversation. Parce que ici, il y a la pauvreté. C'est le problème, c'est la pauvreté, quoi, qui force beaucoup de gens de faire quelque chose qui est immoral. La partie de police travaille avec les pirates. Hein? Rester trop longtemps au même endroit est dangereux. Les pirates sévissent aussi à terre. Ils peuvent être prévenus que nous sommes là. Le seul endroit où nous pouvons être en sécurité, c'est notre hôtel. Il est situé en périphérie de la ville, à l'abri des regards, et il emploie son propre groupe d'hommes armés. À l'écart du centre-ville, il est plus facile à protéger. Notre guide Abderrizak veut nous montrer des images de pirates qu'il a filmées dans plusieurs villages de la côte. Voilà le genre de hors-bord utilisé par les pirates. Et ça, ce sont des bateaux-mers qui appartiennent aux bandes de pirates quand ils font la chasse aux bateaux étrangers. Ce groupe de pirates reste en permanence en mer. Ils pourchassent les bateaux étrangers et les marins du monde entier qui croisent dans les eaux somaliennes. Ici, c'est la région de Grad. C'est un endroit plein de pirates. Ce groupe-là est mélangé, moitié pêcheur, moitié pirate. Celui-là, il est entièrement constitué de pirates. Tous ces gens scrutent le passage de bateaux au large. Et dès qu'ils voient passer des embarcations, ils foncent sur leur hors-bord. Voici un groupe de 4 pirates dans la région de Las Correilles. Ils ont kidnappé des étrangers qui naviguaient au large. Dès le lendemain, notre arrivée dans la ville commence à s'ébruiter. 2 inconnus veulent nous rencontrer à l'hôtel avec des documents. Ce sont des photos de 2 otages allemands, un couple de plaisanciers qui ont été capturés en mer sur leur voilier 15 jours auparavant. Ces images sont les premières preuves de leur captivité. Jürgen,
et Sabina. On était jusque-là sans nouvelles d'eux. Ces visiteurs sont des intermédiaires des pirates. Ils veulent parler avec le gouvernement allemand? Avec l'Allemagne. C'est avec elle que vous voulez parler? Apparemment, ils n'ont pas mission de négocier. Nous sommes venus seulement apporter les photos. Mais ils nous font savoir que les pirates souhaitent entrer en contact avec nous. Un dénommé Youssouf doit nous rappeler pour nous donner un rendez-vous. Tu connais son nom? Youssouf. Il a été arrêté, mis en prison, il a réussi à s'évader. Ce type, c'est un vrai kidnappeur. Si nous avons rendez-vous avec lui demain et que nous allons dans la montagne, il peut aussi nous kidnapper, nous les deux Français. Je crois qu'il faut faire très attention. Oui, il faut être prudent. Mais il suffit de prendre plus de garde, avec plus d'armes, et d'y aller. Je n'ai pas peur. Quelques minutes plus tard, Yes. Yes, Youssouf. Yes, I want you to be standby. I want you to be standby. Okay. The pirates are bringing for me right now the hostage, Jurgen and Sabina. Therefore, I want you to talk to them. I want you to hear their voice. I want you to know their problem. You understand me? Yeah. After 15 minutes, you will talk to them, okay? Okay. Okay. Oh, wait a minute. Okay. Youssouf. Youssouf est en fait le négociateur des pirates. Il souhaite nous utiliser pour prouver que les otages sont bien entre leurs mains, pour pouvoir négocier une rançon. Allô? Nouvel appel. Ah, Youssouf, walaale. Maxaa kugu dhacay walaal? Iyaga waa haystaa. He don't want to speak. No. I mean, the kidnapper is saying, who is talking to you? There's conflict. So he said to you, okay, call me later. He said to me, there's a conflict with the kidnappers. Troisième appel. Hello? Haye. Raggii waxaa tahay madaxda ahaa soo maaha. This is, this is the chief of the hostages. The kidnappers, yeah. Okay, and lacagta aad rabtaan intee weeye saaxiib oo nimanka u haysataan? $2 million. $2 million ba? Okay. Hi, Youssouf. Okay, nimanka caddaankaa soo maa? Haye, ninkaan u dhiibayaa la hadlaya haye. Hello, Jorgen? Yeah? Yeah, I'm a journalist. You're in German or? No, I'm French. Where are you? Yeah. What can I do for you? I don't know. What do you want to help me? You cannot help me. Yes, maybe, yes. I don't know. Oh, but you have in contact with your embassy in Djibouti or with Berlin? No. If you want, I can call one person in Germany or other part of the world for you. Yes, please. Yes, please. Yeah, tell me a number, a name. Don't worry. Jürgen Kantner. Pardon? Repeat. Jürgen Kantner. On my wife's list. Huh? Sabine Merz. We are 2 persons. Okay, you are 2 persons. Okay, don't worry. Tell me, if you want, I can call somebody in Germany or I don't know where. Yes. For you. Yes. Tell me a Give you the number. The German number is 0049. Yes. 2740. Maybe she can call not the embassy, das Auswärtige Amt in Berlin. Okay. The pirates take me from the Yemen coast. Yeah. And bring me to a place in the mountain, and she like to have $2 million. Okay, don't worry. Do you have food, water? Yes, that's okay. For that is okay. The people give me 3 days time. Yeah. Then they like to kill me. Yeah, they want to kill you. Yes.
Don't move. You must wait. Don't worry. All the people need time. Okay, Jorgen? Yes, thank you. Okay, thank you. Allez, don't worry. Bye bye. Bye bye, Jorgen. Bye. Ciao. Ciao. Nous appellerons ce numéro en Allemagne. Des négociations s'engageront quelques jours plus tard entre les autorités allemandes et les preneurs d'otages. Ce contact téléphonique en témoigne, les pirates ont ici une grande liberté de mouvement. Seul un commando de pirates a déjà été arrêté et condamné au Puntland. C'était en avril 2008. Les pirates avaient pris d'assaut un boutre, l'Al-Khalij. Voici des images de leur retour au port de Bosaso après leur capture. Plusieurs policiers ont été blessés par balle. Celui-ci a été touché au bras droit. Les autorités ont ramené au port ce canot appartenant aux pirates. Il possède plusieurs moteurs hors bord et une échelle. C'est avec ce matériel qu'ils prennent à l'abordage les gros navires. Ils étaient bien armés, des fusils d'assaut et un lance-roquettes. Les pirates, eux aussi, comptent 3 blessés dans leur rang. Six mois plus tard, ils sont toujours en prison à Bosaso. Nous nous y rendons, toujours accompagnés de nos gardes du corps. Ces derniers sont plus attentifs que jamais. Désormais, tout Bosaso sait qu'il y a 2 Occidentaux en ville. Dis-moi, pourquoi change-t-on de route ce matin? Une route différente? C'est une question de sécurité. Si on prenait le même chemin... Si on prenait le même chemin tous les matins, un jour ils pourraient nous bloquer. Mais qui pourrait nous attaquer? Les kidnappeurs. La prison a été construite à la sortie de la cité. Arrête de filmer. Ils ont l'autorisation. Arrête de filmer. Une nouvelle fois, il nous faut palabrer pour pouvoir entrer. Les prisonniers s'entassent dans des cellules minuscules. Il fait 50 degrés à l'ombre. Certains sont enchaînés. Il y a plus de 250 marins pris en otage par les pirates en Somalie. Mais il n'y a qu'une poignée de pirates en prison, ceux de l'Al-Khalij, capturés il y a quelques mois. Ils ont été amenés sous un préau. Ils sont condamnés à vie. Combien de pirates prisonniers avez-vous? 10? 7. Ils sont 7. D'où viennent-ils? Ils viennent de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Ils ont capturé un bateau. Nous sommes journalistes. Si vous ne voulez pas répondre, c'est votre droit. Ok. Pourquoi êtes-vous en prison? Nous n'avons rien fait. Nous n'avons pas piraté de bateau. On est seulement sortis pêcher. Ensuite, la police du gouvernement du Puntland nous a arrêtés. On était en train de pêcher quand nous avons vu un hélicoptère américain. On a voulu fuir et donc on a sauté dans un bateau. Est-ce qu'ils avaient des armes? Ouais, mais seulement pour nous protéger. Difficile pourtant d'imaginer que ces armes ne servent qu'à se défendre. Le second pirate que nous interrogeons avance d'autres arguments
pour se justifier. Est-ce qu'il sait que les Français, la French Navy, a attaqué les pirates? On sait que des bateaux de guerre français ont attaqué des pirates. Alors quand on les voit, on fuit. Pourquoi, d'après lui, il y a des pirates en Somalie? Ceux qui kidnappent les gens sont à 100% d'anciens pêcheurs. Ils avaient des filets, des navires et même des congélateurs qui ne servent plus à rien. Car de gros bateaux-usines étrangers sont venus chez nous pêcher notre poisson. Fin de l'entretien. Les 7 hommes réintègrent les cellules collectives. Pas sûr qu'ils purgeront la totalité de leur peine. Dans un pays où l'état de droit est réduit au minimum, un pays ravagé par 18 ans de guerre civile, difficile de savoir qui est qui entre pêcheurs et pirates. Nous retraversons la ville pour poursuivre notre enquête. Direction, le port de pêche de Bossasso. Nous voulons y interroger les pêcheurs sur la piraterie. Plusieurs bateaux sont attendus après leur journée en mer. Les gardes du corps ne sont pas tranquilles. Ils craignent qu'il y ait des pirates parmi les pêcheurs. Combien de bateaux devraient arriver? Une quinzaine. C'est ici qu'ils vont débarquer le poisson? Oui. Il y a trop de monde aux yeux de nos accompagnateurs. Abderrizak a un mauvais pressentiment. Il préfère que nous partions. Direction notre hôtel. Les gardes craignent que nous soyons suivis. Nous tombons dans une embuscade. Riposte de nos gardes, tandis que le chauffeur tente de s'éloigner en reculant. Nous finissons par trouver un chemin. Nous voilà coincés dans un embouteillage. La crainte, c'est que les kidnappeurs soient juste derrière. Quelques coups de feu plus tard, la voie est libre, mais les gardes sont encore sous le choc.
Direction le commissariat central pour y trouver refuge. Le chef de la police, le général Mohamed Abdi, est déjà au courant. Envoyez des hommes sur place. Envoyez-les là-bas. C'était des pirates qui nous ont attaqués? Peut-être des pirates. Je vais enquêter. Et on va les arrêter. Visiblement, Youssouf, l'intermédiaire des pirates qui détiennent les otages allemands, est lui aussi déjà informé. Mes hommes quadrillent le secteur. Ils vont tenter de les arrêter. Vous essayez. Merci. Ne vous inquiétez pas. Je suis très content que vous soyez sains et saufs. Merci beaucoup. Dis-moi, qui nous a attaqués d'après toi? Je ne sais pas exactement qui sont les hommes qui nous ont attaqués. Mais d'après moi, ce sont les hommes de Youssouf qui ont fait ça. Pourquoi lui? Parce qu'il n'a pas arrêté de m'appeler. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Il voulait connaître nos horaires pour pouvoir nous tuer, moi et nos gardes du corps. Il y en a un qui a pris une balle dans la jambe. Oui, je l'ai vu tomber à côté de moi. Comment ces hommes pouvaient-ils savoir? Comment étaient-ils au courant? Dès qu'il a appris l'événement, le ministre de l'Intérieur, en chemise violette, vient aux nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Nous sommes passés par Eleos et ils sont sortis de partout. Ils étaient une dizaine, nous on n'était que 4. Mais ils n'ont pas pu nous avoir. Ils n'ont pas réussi à enlever les 2 Européens et à s'enfuir avec eux. Suivez-nous. Nous allons voir le bus, au port. Ok, on va vous suivre. Le ministre tient à nous prouver l'efficacité de ses services. Il a quelque chose à nous montrer. Cette fois-ci, son escorte personnelle nous accompagne. Une petite armée. Nous retournons sur le port. Ne pas se fier à son allure bonhomme, le ministre est bien accompagné. C'est le bus qu'ils ont utilisé pour le kidnapping. Là, ce sont les uniformes que vos agresseurs ont revêtus. Ils se sont fait passer pour des policiers. Ils appartiennent bien aux mêmes personnes qui nous ont attaqués ce matin? Sont bien les mêmes? Oui, ce sont eux. C'est ce bus dont ils se sont servis pour vous enlever. S'ils m'avaient enlevé, ils m'auraient mis là-dedans? Je vous le dis, ces gens sont encouragés par le paiement des rançons. S'ils voient un Européen, ils vont le capturer. C'est la conséquence des rançons versées. Donc stop rançon. Bien sûr, il faut arrêter de payer les rançons. Un mois plus tard, le chef de la police, en béret bleu, tombera dans un guet-apens. Blessé de 3 balles, il en réchappera par miracle. De retour à l'hôtel, nous voulons prendre des nouvelles de notre garde du corps qui a été blessé. Mais nos gardes refusent que nous sortions. Nous confions une caméra à un journaliste somalien. C'est trop dangereux? C'est plein de pirates. Vous êtes sûr? Oui, c'est trop chaud pour vous. L'homme est soigné dans l'hôpital de Bosaso. Il a été opéré par un chirurgien russe.
Il a reçu assez d'analgésiques pour ne plus souffrir. Ce n'est pas une fracture simple. Les fractures simples sont en 2 morceaux. Dans son cas, il y a 10 morceaux. Nous espérons le soigner en 5 ou 6 mois. Ils m'ont mis des broches, mais toute ma jambe me fait mal. Vous avez pu voir ceux qui ont tiré sur vous? Un seul, oui. Mais je m'occupais surtout des Européens. Retour de l'équipe à l'hôtel. Vous n'avez pas eu de problème? Non, pas de problème. C'est grâce au garde du corps, n'est-ce pas? Oui, il nous protège. Et si vous étiez allé seul? Personne ne peut y aller seul. Personne. Et nous, on peut y aller? Vous? Non, vous ne pouvez pas. Parce que vous représentez une somme de 2,5 millions de dollars. Difficile de rester davantage dans la ville. Désormais, les kidnappeurs nous attendent. Même nos gardiens n'ont plus très envie de risquer leur vie. Mais avant de rejoindre l'aéroport, il nous faut faire une dernière visite. Le président du Puntland veut nous voir pour nous faire passer un message. C'est présenté. Hi, Mr. President, Patrick. Thank you. Vous savez, avant, on ne payait jamais les rançons. Alors pour nous, c'était facile. La plupart des pays payent les rançons maintenant. Et avec cet argent, les pirates s'achètent des bateaux et des armes. C'est ça notre gros problème. Vous savez, en Somalie, le monde entier nous vend des armes. Ils disent qu'il y a un embargo sur les armes. Mais si vous allez sur le marché, d'accord, vous ne trouverez peut-être pas de tanks ou d'avions de chasse, mais vous trouverez tout le reste. Les contrebandiers du monde entier viennent nous apporter des armes légères. De quelle aide avez-vous besoin? Surtout de formation militaire et aussi des facilités pour acquérir des bateaux rapides, des choses comme ça. Que pensez-vous du gouvernement français quand il attaque les pirates? Ils ont fait le bon choix. Il fallait faire une action militaire. C'est la bonne méthode pour libérer les bateaux. La seule chose, c'est qu'ils nous avaient promis de nous aider à surveiller la mer. Mais quand ils ont eu fini leur travail, ils sont partis et ils ne sont jamais revenus. Merci beaucoup. Thank you very much. See you quickly. Nous quittons la côte des pirates. Deux mois plus tard, aéroport de Stuttgart. Nous avons rendez-vous avec le couple d'otages allemands. Ils ont été libérés pendant l'été. Ils vivaient sur leur bateau. Ils habitent aujourd'hui dans cette petite ville, dans un appartement prêté par leur famille. Oh, bonjour, c'est Patrick. Entrez. Vous vous souvenez de moi lorsqu'on s'est parlé au téléphone? Oui. Vous étiez à Bosaso ou à Djibouti? Non, j'étais à Bosaso, au Puntland, à seulement 2 ou 3 heures de distance de vous. Si en Somalie, certains otages n'ont pas été maltraités, ça n'a pas été le cas pour Jürgen et Sabina. 3 fois de suite, ils ont passé ma tête dans une corde pour me pendre. Nous nous sommes battus dans le bateau et c'est là que l'un d'eux a sorti un pistolet automatique et l'a pointé sur ma tête.
Ma femme est arrivée à ce moment-là et elle a dit, si vous tirez sur lui, tirez aussi sur moi. Elle s'est placée entre l'arme et moi. Un autre pirate est arrivé et a soulevé le bras du premier. Et le coup est parti au-dessus de ma tête. Un jour, je revenais des toilettes. Je regardais un pirate qui prenait de l'eau et j'ai soudain remarqué un autre homme qui avait baissé son pantalon. Celui qui faisait office de traducteur est arrivé. Il m'a dit, si l'argent ne vient pas d'Allemagne d'ici 5 jours, mes 150 hommes qui seront ici bientôt vont te violer un par un, chaque jour, jusqu'à ce que tu meures. Pendant 50 jours, les pirates multiplient les tortures physiques et psychologiques. Ce jour-là, un soldat me dit de sortir, pendant que ma femme est au téléphone. Et une fois dehors, j'ai entendu 2 coups de feu, du côté où elle était. Le pirate a tiré comme ça, au-dessus de la tête. Le milicien m'a dit à ce moment-là, « Ça y est, elle est morte. Et maintenant, on va te tuer toi. » Et à ce moment-là, l'un d'entre eux m'a dit, « Assieds-toi ici sur le petit rocher. » Et comme je n'allais pas assez vite à son goût, il m'a frappé avec sa crosse sur la joue. J'attendais de voir sortir la fumée du canon et puis après ce serait fini. En fait, j'ai entendu seulement un clic. Il n'y avait rien dans l'arme. Et sur le chemin, il m'a dit, « Je vais vous donner une nouvelle chance. Demain, vous allez appeler votre gouvernement et vous allez demander l'argent, 2 millions. » Des tortures avec un but bien précis, que les autorités allemandes prennent au sérieux leurs revendications. Plus tard, un officier du Puntland m'a dit, « Nous les avons payés. » Combien ? Mon gouvernement ne veut pas que nous parlions de l'argent. Mais ils ont payé. Ils ont payé. Le gouvernement du Puntland a payé. Je ne peux pas vous dire que l'Allemagne a payé, vous comprenez ? Le Puntland dit, nous avons payé pour vous. Comment et qui a donné de l'argent au Puntland ? Je ne sais pas. Nous étions sous les arbres, en attendant qu'ils finissent de compter l'argent. Nous avons peut-être attendu 8 heures. Ils avaient un détecteur de faux billets. Oui, comme dans une banque. Même si le gouvernement allemand le dément aujourd'hui, une rançon a bel et bien été versée pour la libération de Jürgen et Sabina. Face aux revendications des pirates, la France, elle, a payé une fois pour la libération du Ponant, avant d'envoyer ses commandos. Depuis, elle privilégie la méthode forte. À Paris, c'est à l'état-major de la marine que le vice-amiral Xavier Magne suit 24 heures sur 24 les opérations dans le golfe d'Aden. Alors, rouge, ce sont les actes de piraterie qui ont été réussis et jaune, ce sont les tentatives. L'amiral a commandé les forces navales françaises dans l'océan Indien. Il a vu de très près la montée de la menace. La première raison pour laquelle ils ont commencé à capturer des bateaux, c'était qu'ils luttaient contre le pillage de leurs ressources halieutiques. Ce qui veut dire en fait beaucoup de poissons. Finalement, les anciens marins de Siad Barre ont commencé à agir un peu en garde-côte. Après, ça a manifestement dérapé un peu. C'est-à-dire qu'après, ils ont commencé à trouver que l'activité était peut-être plus lucrative avec des rançons. Et on a vu le taux de rançon augmenter et puis le prix de la rançon monter. Maintenant, l'ensemble de l'activité de piraterie est dirigé par probablement un individu avec des ramifications, avec une structure rigoureuse, des gens qui ont plus une fonction de capturer les bateaux en mer, d'autres qui ont une fonction de les garder, d'autres qui vont écouler les rançons. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, une structure rigoureuse. Djibouti, le grand port de la Corne de l'Afrique, la plus grande base militaire française à l'étranger.
C'est là que vient se ravitailler la flotte de guerre française de l'océan Indien, sous la protection permanente des Zodiacs, des fusiliers marins. Depuis 2001, la France a engagé plusieurs navires dans le volet maritime de l'opération Enduring Freedom. Leur mission, lutter contre le terrorisme et depuis quelques mois, contre les pirates. Le capitaine de corvette Jean-Baptiste Soubrier est le pacha de l'Aviso Commandant Biro, un des 2 navires français actuellement dans la région. Ce jour-là, l'Aviso appareille pour plusieurs semaines. À son bord, une centaine d'hommes. La sortie du port est un moment délicat. C'est là que le navire est le plus vulnérable. Un hélicoptère surveille toutes les embarcations, surtout les plus petites, les plus rapides. Une frégate américaine a déjà subi un attentat en 2000 dans un port, à Aden, au Yémen. Il pourrait en effet y avoir une menace embarquée sur une embarcation rapide, que ce soit bourré d'explosifs avec un kamikaze, on pourrait imaginer, ou bien avec tout simplement des gens équipés RPG-7 ou petit calibre pour nous tirer dessus. C'est la raison pour laquelle on a les armements qui sont armés. J'ai à l'instant même du personnel derrière les 12,7 mm des chaque bord, le 20 mm. Je pourrais faire usage de mes armes par rapport à la légitime défense. Plus loin, à un autre bâtiment de la coalition, un navire américain, le porte-hélicoptère Iwo Jima. Des mirages français survolent aussi le golfe d'Aden. Les marines occidentales sont en alerte permanente. Battez le combat, battez le combat. Embarcation suspecte. Face aux pirates, l'entraînement c'est d'abord du tir. Contre eux, les équipements sophistiqués de la guerre électronique ne suffisent pas. Une embarcation en bord qui vient sur nous va être traitée relativement facilement. Maintenant, si vous en avez 3 qui arrivent de façon concomitante en même temps, là c'est du vrai harcèlement et là ça peut être vraiment gênant. Donc il faut avoir une bonne organisation pour ne pas se focaliser sur une seule cible, mais bien gérer les 3 ou les 4 suffisamment tôt. Dans cette guerre asymétrique, même le faible peut menacer le plus fort. En fin d'après-midi, nouvelle alerte. Pour de bon cette fois. Ouais. C'est David, commandant. Bon, écoute, vous êtes en tir sur ordre, légitime défense. Reçu. Reçu. Donc nous sommes actuellement en présence de 2 boutres avec plusieurs petites embarcations, une remorquée et une à proximité au moteur, qui font route vers la côte du Yémen. Il est vrai que ça pourrait sembler potentiellement des pirates. On va mettre l'embarcation à l'eau, on va tourner autour d'eux, essayer de prendre contact, voir un peu, tâter le terrain et en fonction de... On va essayer de se faire inviter à bord pour monter, pour discuter, récolter du renseignement et connaître un peu les personnes qui sont à bord. Tout boutre peut avoir vu des pirates ou des skiffs non loin d'ici, donc c'est à nous de recueillir ce genre de renseignements et après de le transmettre à la coalition. Vous vérifiez l'amarrage de vos armes. On prévoit toujours le pire, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a 2 ans ou 3 ans, il y a une équipe de visite américaine qui a été prise à partie. Donc on vaut mieux se préparer. Oui. Donc la mer elle est calme, donc tranquille. Vous allez approcher à combien Ah bon, on s'approche très près, c'est un bateau qui est manœuvrant. Et le but c'est pas de rester distant, le but c'est justement de se montrer, recueillir du renseignement. Donc je mets à l'eau maintenant mes embarcations de manière un peu discrète. Donc je les mets à l'eau sur tribord et lui est sur bâbord, donc il ne voit pas mon équipe de visite embarquée, ce qui me permet de ne pas éveiller trop de soupçons et éventuellement s'il avait de mauvaises intentions, eh bien, d'arriver avec l'effet de surprise. Tout le bateau est aux aguets pour couvrir les Zodiacs. J'espère que ça va bien se passer. Dès qu'ils ont vu arriver les canots français, les boutres ont stoppé leur machine. Pêcheurs ou pirates,
Pour l'instant, impossible de savoir. L'équipe de visite monte à bord. Elle n'a pas le droit de fouiller, mais les militaires posent des questions et regardent un peu partout. Un second canot a pris un peu de recul pour embrasser toute la scène. Sur le pont, 7 barques alimentent la suspicion. Cette flottille comprend 2 gros bateaux et plusieurs plus petits, équipés de moteurs hors-bord. Un dispositif identique à celui des pirates qui attaquent les cargos. L'aviso est maintenant tout près. Une présence dissuasive. Après une demi-heure de visite, rien à signaler. Les militaires n'ont vu qu'une cale pleine de poissons. Les boutres peuvent repartir. L'équipe n'a pu recueillir que quelques renseignements. Un des marins parle l'arabe. Vous avez pu poser des questions pour des pirates? Est-ce que vous avez vu des pirates? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec des pirates? Est-ce que vous avez des armes à bord au cas où vous faites pirater? Et là? Donc pour eux, ils n'ont aucune arme. Et alors les pirates, ils les avaient vus ou pas? Là-dessus, ils m'ont dit non, ils n'ont vu aucun pirate. Donc, Parce que la loi du genre, ici dans le golfe d'Aden, on voit pas, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. On ne peut pas le vérifier, ils n'avaient rien vu, ils ne prennent pas de dispositions particulières contre les attaques de pirates. Parfait. Merci. Si vous aviez trouvé des armes à bord, des échelles, des gros moteurs, des moyens de communication, qu'est-ce que vous auriez fait? Des armes à bord en haute mer, ce n'est pas répréhensible par la loi. Le pirate, il est pirate pendant les 15-20 minutes de l'acte de piraterie. Avant, c'est pas un pirate. Peut-être qu'il a des armes à bord, peut-être qu'il a des échelles. Mais sur quelle base allez-vous l'arrêter pour dire tu es un pirate? Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'une fois que le bateau est piraté, Prise d'otage. C'est une prise d'otage. On peut faire une intervention musclée, une prise de biforce, comme ça peut être fait sur le Ponant ou sur le Carré-d'As. Mais là, ça rentre dans un canevas. Il faut prendre son temps, il faut juger de l'opportunité de la chose. Bref, pas facile de mettre la main sur des pirates. Repos, asseyez-vous. La zone à surveiller est grande comme 4 fois la France. À nouveau des attaques qui ont lieu au large de la côte est de la Somalie. Le résumé de toutes les attaques qui ont lieu dans le golfe d'Aden, là par contre depuis le 16 juillet avec une forte recrudescence depuis le 21 août. La zone est trop grande pour pouvoir assurer que la zone soit vierge de danger. En gros, c'est comme si on voulait arrêter un voleur qui est à Brest alors qu'on se retrouve à Toulon, donc ce sont les mêmes distances. Il arrive pourtant que la Marine nationale arrête des pirates. Ces images montrent la remise de 9 d'entre eux aux autorités du Puntland, fin octobre 2008. Ces militaires sont des commandos de marine français. Ils appartiennent aux mêmes unités qui sont intervenues contre les pirates du Ponant et du Carré-d'As. Avant de les faire monter sur le bateau somalien, les commandos de marine français coupent les liens des prisonniers. Lors de l'arrestation, les Français ont coulé l'embarcation des pirates et apparemment jeté leurs armes par-dessus bord. Où sont leurs armes? Une telle remise de prisonniers est exceptionnelle. La plupart du temps, les prises d'otages se résolvent après le versement d'une rançon par les gouvernements ou les armateurs. À Djibouti, nous retrouvons une dernière fois Abdirizak, notre guide. Il est venu de Bossasso. Il a des informations à nous donner. Il a appris comment a été versée la rançon pour la libération de Jürgen et Sabina, le couple d'Allemands. Qui a payé pour les otages allemands?
C'est le gouvernement allemand, via l'ambassade de Somalie au Kenya. L'ambassadeur allemand à Nairobi a donné à l'ambassadeur de Somalie 2 millions de dollars. Et l'ambassadeur somalien à Nairobi, Mohamed Ali Americo, a pris l'avion pour Bosaso avec 2 sacs contenant les 2 millions de dollars. Une fois à Bosaso, il a suivi les procédures mises au point avec le ministère de l'Intérieur. Un grand nombre de soldats et l'ambassadeur ont embarqué dans 4 voitures lourdement armées et sont partis dans les montagnes du Puntland. Ils ont procédé à l'échange de la main à la main. Je vous donne les sacs, vous me donnez les 2 otages. Ensuite, chacun est reparti de son côté. Et ce n'est pas tout. Selon lui, une partie des rançons versées par les Français et les Allemands étaient constituées de faux billets. À Bosaso, c'est un secret de polichinelle. Il y a 2 types de dollars. Sur ce billet, vous voyez le personnage central, il a de longs cheveux. C'est un vrai billet. Mais si le personnage a les cheveux courts, c'est un faux. Eh bien, quand la France a payé la rançon du Ponant, c'était avec des faux billets, ceux aux cheveux courts. Les Allemands, c'était mélangé. Il y avait des vrais et des faux. Mais les pirates, ils n'ont pas vu les faux billets? Si, enfin non. Il y en avait trop. Oui, c'est ça. Il y avait trop d'argent à compter, il fallait aller vite. Avant notre départ, un certain Bilé Wadani, surnommé Bilé le Patriote, un pirate, veut nous faire passer un message. Les Français ont bafoué la loi internationale, et les droits de l'homme également. Ils se sont conduits comme des hors-la-loi. Nous, on gardait paisiblement les otages, on s'occupait de leur sécurité, on ne leur voulait aucun mal. Et puis les Français sont arrivés pour tuer des innocents et mettre la pagaille. Le personnage ne manque pas de culot. Si le gouvernement français nous indemnise des dégâts subis, c'est une chose. Sinon, la prochaine fois que nous en capturons un, nous le traiterons d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Les preneurs d'otages ne désarment pas. L'Europe commence à peine à réagir. Les marines du monde entier ont dépêché des navires et décidé d'escorter en convoi les bateaux de commerce, mais pas sûr que cela suffise à décourager les pirates.